Donc, quel est l'intérêt d'avoir ces pourcentages, cette surveillance? C'est pour se surveiller soi-même. Ça veut dire qu'un service qui fait de la surveillance, il peut voir, en telle année, j'avais un taux, par exemple, de 15%, l'année d'après, il faut que ce taux change, il faut qu'il tombe, par exemple, à 10%, etc. Donc, la surveillance, l'étude de la fréquence, c'est pas tant pour se comparer aux autres, mais pour se comparer à soi-même, vu que on ne peut pas comparer les services entre eux, vu que les services sont différents, les malades sont différents, les médecins sont différents, etc. Donc il faut avoir cette surveillance et il faut suivre régulièrement son taux de prévention, d'infection pour pouvoir apporter des améliorations au fur et à mesure. Pourquoi la surveillance est importante également? Parce que dans une stratégie de lutte contre les infections nosocomiales ou infections associées aux soins, le fait d'avoir ces taux va vous permettre de tracer un plan d'action. Ça veut dire que si dans mon service, mon problème, un service de réanimation, mon problème c'est les infections, c'est les pneumonies nosocomiales ou les pneumonies associées aux soins, à ce moment-là, je vais tout faire pour améliorer la prévention de ces infections. Donc vous voyez que le fait d'étudier et de faire de la surveillance et d'avoir une idée sur la fréquence est important pour travailler et pour améliorer, si vous voulez, la prévention des infections. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les infections coûtent très cher à la société. Parce qu'un malade qui rentre pour, par exemple, une petite intervention, supposons une appendicite, ça demande 2 jours, 3 jours d'hospitalisation. Mais si les mesures de prévention n'ont pas été prises, si les mesures standards d'hygiène n'ont pas été prises, ce patient peut faire une péritonite, par exemple. Et la péritonite, c'est autre chose. C'est une reprise chirurgicale, c'est des soins, c'est des antibiotiques, c'est faire travailler le personnel médical, paramédical. Donc vous voyez que le patient, de 3 jours, il peut passer jusqu'à 20 jours, 3 semaines. Et les jours excédents, ce sont des jours en plus qui coûtent. Donc plus le taux d'infection dans un service ou dans un hôpital est important, et plus la médecine, les soins dans ce service ou dans cet hôpital coûtent cher à la société. Alors, donc le coût élevé, la durée d'hospitalisation plus longue, les soins médicaux nécessaires, les traitements antibiotiques comme je l'ai dit, et puis il ne faut pas oublier l'absentéisme du patient. Si un patient devait s'absenter par exemple 3-4 jours pour se faire opérer, il se retrouve avec une infection, obligé de rester 3 semaines à l'hôpital, eh bien ça fait 3 semaines de plus et 3 semaines d'absence de son milieu de travail. Et bien sûr, cette infection n'est pas anodine puisqu'elle peut se compliquer et amener jusqu'au décès. Si c'est par exemple une intervention chirurgicale, un malade de réanimation ou autre. Donc, la lutte contre les infections associées aux soins doit être une priorité de tout programme de santé d'un pays. Il faut absolument que notre pays se rende compte que les infections associées aux soins nous coûtent très très cher, alors que la prévention coûte nettement moins cher quand on voit sur le long terme. C'est vrai que quand on fait de la prévention, on a l'impression que ça coûte cher, il faut acheter du matériel, il faut acheter du jetable, etc. Mais en fait, dans le long terme, on est gagnant à 100%. Alors, l'infection nosocomiale ou l'infection associée aux soins, elle est secondaire à quoi? Elle est secondaire à un déséquilibre entre les soins prodigués aux patients et l'état du patient. Alors, l'état, c'est défense immunitaire. Ça peut être un malade qui rentre à l'hôpital, il peut être diabétique, il peut être immunodéprimé, donc il a des moyens de défense qui sont amoindris. Et vous savez que maintenant, la médecine est de plus en plus agressive. On fait des gestes invasifs, et ces gestes invasifs, s'ils ne sont pas entourés de toutes les précautions nécessaires, peuvent aboutir à des infections associées aux soins. Alors, quels sont les agents microbiens qui sont à l'origine de ces infections associées aux soins? Eh bien, on peut avoir toutes sortes d'agents. On peut avoir les moins importants, c'est
par exemple, bien que maintenant, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et par exemple, je voulais parler des candidats, des levures. Et maintenant, avec l'état du patient qui est de plus en plus immunodéprimé, les infections, et je suis sûre que dans vos laboratoires, vous avez dû constater l'augmentation des infections à candida. Vous avez aussi les champignons aspergillus, etc. Ce sont des agents qui sont à l'origine d'infections généralement pulmonaires, et l'aspergillus est normalement un agent qui n'est pas pathogène, disons, chez un sujet compétent, immunocompétent. Par contre, il peut entraîner des situations dramatiques chez un sujet qui est immunodéprimé. Et généralement, ce sont les patients qui sont dans les services d'oncologie, dans les services d'hématologie, etc. Alors, ils attrapent ces infections comment? C'est lorsqu'il y a des travaux, pas loin, dans le service, dans l'hôpital, dans l'environnement, et vous avez ces spores d'aspergillus qui sont mises en suspension et qui peuvent contaminer donc l'air ambiant du patient, qui fait par la suite une pneumonie aspergillaire. Ensuite, vous avez les virus. Les virus, eh bien, les virus, ils sont nombreux maintenant. Vous avez le VIH qui est connu, donc le virus de l'agent du sida, les hépatites. Et ces virus sont généralement associés à une contamination par le sang. C'est ce qu'on appelle les accidents par exposition au sang. Pourquoi? Parce que ces virus sont retrouvés essentiellement dans le sang. D'où l'intérêt de la prévention autour du soin et autour de tout ce qui est liquide, biologique, sang, etc. Vous avez par exemple les virus comme la grippe. La grippe aussi peut être une infection associée aux soins. Si vous avez un soignant qui est grippé et qui rentre dans le service, il peut contaminer les patients. Si vous avez un patient, vous admettez un patient qui est grippé, il peut aussi contaminer tout l'environnement. Les virus VRS, ce sont des virus respiratoires aussi, qui peuvent entraîner des infections respiratoires, essentiellement en pédiatrie. Et enfin, le gros de ces agents microbiens, bien entendu, ce sont les bactéries. Et les bactéries se distinguent aujourd'hui par leur résistance aux antibiotiques. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que les bactéries, ce sont des agents microbiens extrêmement intelligents. À chaque fois qu'on leur oppose une molécule d'antibiotique, en un temps record, ils développent des mécanismes de résistance, ce qui rend le traitement de ces infections associées aux soins et infections dues à des bactéries multirésistantes extrêmement difficile. Alors, ces bactéries, vous voyez un petit peu l'anatomie, si vous voulez, de la bactérie. Alors, cette bactérie, elle a un ADN. Dans cet ADN, on peut avoir, par rapport aux résistances, des mutations, une mutation directement sur le chromosome. On peut avoir des intégrons. Les intégrants, ce sont des petits bouts, des petits morceaux d'ADN qui peuvent sauter du chromosome vers le plasmide. Et vous avez également le plasmide qui peut contenir aussi des séquences de résistance de plusieurs antibiotiques. Alors la différence entre la résistance chromosomique, où vous avez résistance généralement à un antibiotique, et vous avez la plus dangereuse, la résistance plasmidique, plasmide qui peut porter plusieurs résistances à 4-5 molécules d'antibiotiques. Et enfin, vous avez l'intégron qui est un bout d'ADN qui peut sauter du plasmide vers le chromosome et vice-versa. Donc vous voyez que, je disais tout à l'heure que la bactérie est intelligente, la bactérie, elle a tout ça, elle a un arsenal enzymatique et différents mécanismes qui font qu'elle arrive toujours à résister aux différentes molécules qu'on introduit pour la détruire. Alors, parmi les bactéries, donc vous avez les plus fréquents, vous avez les coccigram positifs. Les coccigram positifs, vous avez le Staphylococcus aureus qui a son tissu de prédilection, c'est la peau, donc il donne des infections cutanées. Vous avez également les streptocoques qui étaient à l'origine de la fièvre puerpérale qui tuait au XVIIIe siècle, qui tuait les femmes qui venaient d'accoucher, et elles faisaient des septicémies et elles en mouraient.
Enfin, vous avez le pneumocoque qui peut être aussi à l'origine de pneumonie. Les bacilles gram-négatifs, ce sont les plus importants et ce sont les plus dangereux parce qu'ils ont développé des résistances très très importantes. Alors, parmi ces bacilles gram-négatifs, vous avez les entérobactéries. Parmi ces entérobactéries, vous avez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, vous avez les protéus. Et il faut savoir que Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli ont développé ces dernières années des résistances et maintenant elles peuvent devenir résistantes à tous les antibiotiques. Absolument tous les antibiotiques, même les imipénèmes, et vous avez entendu parler des carbapénémases et de la dernière épidémie qui a démarré de toutes les bêta-lactamines de l'antibiotique, de toutes les bêta-lactamines. Voilà. Donc, à côté de ces entérobactéries, alors le danger, je voulais juste ajouter une chose, le danger de ces entérobactéries qui sont devenues de plus en plus résistantes. Les entérobactéries, on les porte en nous. Les entérobactéries, elles sont dans notre intestin. Donc, la contamination, elle est nettement plus facile et nettement plus dangereuse, puisque la diffusion, elle peut se faire très facilement par le biais des mains. Ensuite, vous avez les bactéries non fermentaires, telles que Pseudomonas aeruginosa et la Acinetobacter. Ce sont des bactéries de l'environnement hospitalier par excellence. Et là, le Pseudomonas, la Acinetobacter, vous allez le retrouver dans les services où il y a un manque d'hygiène. Quand il y a un manque d'hygiène, eh bien, les Pseudomonas, les Acinetobacter vont se diffuser allègrement dans le service. Enfin, il ne faut pas oublier les anaérobies également. Les anaérobies, ce sont des bactéries qui ont cette capacité de pouvoir sporuler. Ça veut dire que quand l'environnement est agressif, elles peuvent résister en sporulant, et là, en sporulant, elles deviennent résistantes aux antiseptiques, aux désinfectants, etc. D'où l'intérêt de la prévention. Par exemple, vous avez le Clostridium difficile, qui est très souvent, si vous voulez, l'anaérobie le plus fréquemment retrouvé chez les patients qui ont pris des antibiotiques, en pédiatrie. Eh bien, quand le Clostridium pénètre dans un service, après c'est très difficile de l'éliminer à cause de cette résistance, à cause de sa forme de sporulation. Les mycobactéries, il ne faut pas les négliger non plus. Les mycobactéries, c'est Mycobacterium tuberculosis, et il faut savoir qu'on peut attraper une tuberculose associée aux soins dans un service où les précautions, les mesures universelles ne sont pas respectées. On suppose par exemple un patient qui est cracheur de BK et qui se retrouve dans un service à côté d'un patient qui a été hospitalisé pour autre chose qu'un problème infectieux, exemple un pneumothorax, une bronchite, etc. Eh bien ce patient, si on ne prend pas les précautions nécessaires, ce patient peut transmettre son bacille tuberculeux à son voisin, et puis quelques mois après, ce patient va revenir avec une tuberculose, mais si on n'a pas revu un petit peu le dossier de ce patient, on ne fera pas le lien entre cette tuberculose qu'il a acquise à l'hôpital et une tuberculose communautaire. Alors le problème, c'est que, et il faut savoir que Mycobacterium tuberculosis aussi est de plus en plus résistant, et donc parfois ça devient dramatique de traiter une tuberculose à bactéries multirésistante. Les mycobactéries atypiques aussi peuvent être à l'origine d'infections associées aux soins. Et il y a quelques années, il y a eu tout un scandale dans un hôpital français où il y a eu une intervention chirurgicale et toute une série de patients ont fait des infections associées aux soins, donc post-chirurgicales, à Mycobacterium xenopi. Donc vous voyez que les agents microbiens sont très variés et sont plus intelligents que nous et il faut absolument les combattre. Maintenant, quels sont les moyens de défense de ce patient? Alors le patient qui rentre à l'hôpital, il a différents moyens de se protéger. Alors le premier, c'est la barrière naturelle, ça veut dire une peau des muqueuses saines, des sécrétions gastriques qui sont là pour détruire toute bactérie aspirée, le mucus
de l'arbre respiratoire. Tout cela va permettre de protéger le patient. Alors vous voyez que si jamais il y a un problème, une rupture de solution de la peau, s'il y a des muqueuses qui ne sont pas saines, à ce moment-là, il y a cette première barrière qui est dépassée par la bactérie. La deuxième barrière, c'est la réaction immunitaire non spécifique. Vous avez les polynucléaires, vous avez les macrophages qui vont arriver à la rescousse pour entourer cette bactérie ou ce virus et l'éliminer. Et enfin, vous avez, lorsque ceci est dépassé, la réaction immunitaire spécifique, c'est-à-dire que l'organisme va produire des anticorps et pour toujours se défendre. Donc vous voyez que le patient, il a différents moyens de défense, mais seulement, souvent, ces moyens sont affaiblis, d'où sa réceptivité à l'infection. Alors, comment est-ce qu'il peut attraper ces infections? Quels sont les types d'infections? Il y a deux types d'infections. Il y a les infections qu'on appelle endogènes et les infections qu'on appelle exogènes. Donc, les endogènes, c'est quoi? C'est une auto-infection. Ce sont les bactéries du patient, ses propres bactéries, qui vont être à l'origine de l'infection. Alors, je vous ai donné comme exemple l'infection urinaire à Escherichia coli. Escherichia coli, c'est une bactérie qu'on retrouve normalement dans le tube digestif. C'est une bactérie qui vit en parfaite harmonie avec l'organisme. Seulement, si cette bactérie change de site anatomique, si elle passe de l'intestin vers les voies urinaires, eh bien, elle devient pathogène et sera à l'origine d'infections urinaires. C'est la même chose aussi pour les infections de plaies opératoires. Nous sommes recouverts de staphylocoques, notre peau contient des staphylocoques. Mais s'il y a une rupture de cette barrière, les staphylocoques qui sont présents vont être à l'origine d'une infection de plaies opératoires. Maintenant, les infections de type exogène, eh bien, c'est ce qu'on appelle aussi l'infection croisée. Ce sont des bactéries qui sont inoculées par les gestes de soins, par les mains, etc., d'autres personnes, de patients, de soignants. Donc, ce sont des bactéries que l'on peut retrouver à la surface du mobilier, à la surface d'environnement du patient. Et enfin, ce sont des bactéries qui peuvent être transmises par un matériel mal stérilisé, un matériel mal désinfecté, des dispositifs qui ne sont pas stériles. Donc, deux types d'infections, infection de type endogène, auto-infection ou infection croisée. Maintenant, les facteurs de risque, quels sont ces facteurs de risque? Eh bien, les endogènes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les moyens, c'est l'immunocompétence du patient. Or, ces patients qui rentrent à l'hôpital, souvent, ils sont tarés, on dit tarés, ils ont un diabète, ils peuvent avoir un cancer, ils peuvent avoir des drogues, donc tout cela va diminuer leurs moyens de défense. Ces facteurs de risque aussi peuvent être exogènes, et ces facteurs de risque exogènes sont représentés par quoi? Ils sont représentés par toutes les techniques, par tous les soins qui sont souvent invasifs que l'on prodigue à nos patients. On veut les soigner, mais en même temps, si on ne prend pas les mesures nécessaires, si on ne prend pas suffisamment de précautions, eh bien, on va, en même temps que les soigner, on va leur inoculer les germes de l'environnement. Alors, comment est-ce qu'un patient peut être contaminé? Eh bien, de deux façons. Soit lors des soins, soit par l'environnement hospitalier. Alors, par les soins, eh bien, lorsqu'on soigne, par exemple, ici, l'infection urinaire nosocomiale ou associée aux soins. Ici, lorsqu'on place une sonde, si cette sonde a été placée sans qu'on prenne les mesures nécessaires, les gants, lavage des mains, etc., une sonde stérile, et pendant la période où ce patient porte cette sonde, des soins sur sonde respectés, eh bien, ce patient, il va faire une infection urinaire associée aux soins. Les infections respiratoires, on parlait tout à l'heure de pneumonie associée aux soins, eh bien, lorsque vous avez un patient en réanimation et lorsque on veut le réanimer, on le met sous respirateur, si on ne prend pas là aussi les précautions nécessaires, qu'est-ce qui va se passer? On va lui forcer dans le poumon, on va envoyer, on va injecter, si vous voulez, de l'oxygène, mais si le matériel permettant l'injection de cet oxygène n'est pas stérile, eh bien, on va envoyer directement dans le poumon un air contaminé et le patient, au bout de 48-72 heures, fera une pneumonie associée aux soins.
Maintenant, pour l'intervention chirurgicale, c'est la même chose. La peau est recouverte de bactéries. Si ce patient qui doit se faire opérer n'a pas été préparé, n'a pas fait sa toilette, n'a pas reçu une bonne antisepsie, n'a pas été, si vous voulez, rasé ou autre, ce patient, il a de fortes chances. Il y a aussi l'organisation dans le bloc opératoire. Si le personnel médical, paramédical n'a pas la tenue nécessaire, s'il n'y a pas une certaine discipline, si pendant l'intervention, pendant que le ventre est ouvert, on parle, on discute, etc. Donc il y a de fortes chances, un risque important pour que ce patient fasse une infection de la plaie opératoire. Enfin, des infections sur cathéter. Le cathéter, c'est quoi? C'est un tube qu'on passe directement dans la circulation du sang. C'est un véritable pont qu'on construit entre l'extérieur et l'organisme du patient. Et ce pont-là, si on ne prend pas les mesures nécessaires, si on ne désinfecte pas bien la peau, si on n'utilise pas le bon matériel, si après avoir posé le cathéter, on ne surveille pas, on ne prend pas le temps de bien surveiller ce point ce site de ponction, eh bien le patient il va faire une infection sur ce site et il va faire une infection sur cathéter et par la suite une infection, une septicémie. Donc voilà, si vous voulez, les soins. On veut soigner les patients, mais quand on ne prend pas les mesures nécessaires, eh bien on ne lui rend pas service. Parce qu'il ne va peut-être pas mourir on a fait une belle chirurgie sur le plan technique, etc., une prouesse technologique, mais si on n'a pas pris les mesures nécessaires, ça veut dire les soins sur la plaie, les soins, les précautions universelles, eh bien ce patient ne mourra pas de la pathologie pour laquelle il était rentré, mais il mourra bêtement par une infection associée aux soins à bactéries multirésistantes. Le patient peut être aussi infecté par l'environnement. Alors, l'environnement, vous voyez que le patient est au cœur d'un environnement qui peut être très hostile pour ce patient. Alors, l'environnement du patient, c'est quoi? Eh bien, c'est les surfaces, c'est tout l'environnement, les surfaces, c'est l'air qu'il respire, c'est l'eau qu'il boit ou l'eau utilisée, c'est les aliments qu'il mange, il peut être à l'origine de gastro-entérite, c'est les dispositifs médicaux utilisés pour les soins, c'est le linge et enfin, bien entendu, les mains, et on reviendra souvent sur les mains. Alors, quels sont les moyens de prévention? Comment faut-il faire pour diminuer le risque d'infection associée aux soins? Eh bien, les risques, c'est quoi? Donc, la première prévention, c'est l'hygiène des mains. Alors, s'il y a une chose prioritaire dans un service, dans un établissement de santé à instaurer, c'est l'hygiène des mains. Il faut qu'il y ait des points d'eau partout, il faut qu'il y ait du savon liquide, il faut qu'il y ait du papier, il faut qu'il y ait des produits hydroalcooliques. Et vous savez que quand on respecte cela, les mains, il faut savoir que la main, c'est le véhicule essentiel des infections, des bactéries. Donc si on s'occupe de cette main, et c'est très facile, il faut de l'eau, du savon, du papier et parfois un produit hydroalcoolique. Eh bien, on peut diminuer jusqu'à 80% ces infections associées aux soins. Pourquoi? Parce qu'on va casser cette chaîne de transmission des bactéries. Donc, maintenant, vous savez que, pour vous dire à quel point les mains sont importantes dans la prévention, c'est que maintenant l'OMS organise tous les ans une journée entière sur l'hygiène des mains. Hein, c'est le 5 mai, c'est bientôt. Et dans tous les pays du monde, ils organisent des choses dans les services, dans les hôpitaux, c'est des affiches, c'est des posters, c'est des badges, etc. C'est des portes ouvertes sur l'hygiène des mains. Et l'hygiène des mains concerne tout le monde.
l'hygiène des mains, c'est le soignant, le médecin, l'infirmier, le malade, les visiteurs, toute personne qui pénètre dans un service hospitalier doit avoir les mains propres. Et si on assure cette hygiène des mains, eh bien, on aura diminué de 80% les infections associées aux soins. Alors maintenant, dans les hôpitaux, un hôpital, le risque n'est pas identique partout. Et il faut absolument faire ce qu'on appelle le zoning, c'est-à-dire distinguer les différentes zones en fonction du risque. Par exemple, le risque est faible dans un hôpital. Vous avez tout ce qui est service administratif, économique, etc. C'est considéré comme risque faible. Par exemple, vous avez la maternité, consultation, la pharmacie, c'est risque modéré, etc. Vous avez par exemple les services à très haut risque, ce sont le bloc opératoire, les salles d'intervention, etc. Alors, cette classification, et il faut qu'on arrive à ça parce que ça n'est pas encore fait chez nous en Algérie, il y a dans des pays développés, c'est carrément des zones couleurs. Hein, vous avez les services à haut risque 1, 2, 3, 4 et ce sont des couleurs différentes. Ce qui fait que les gens qui arrivent dans un service d'une couleur bleue par exemple, ils savent que c'est haut risque et donc il faut faire très très attention. Alors pourquoi classer? C'est parce que ça va nous permettre de rédiger un protocole par rapport à l'hygiène des surfaces. Ça veut dire que ces surfaces-là, on ne va pas les traiter de la même façon. Un service de réanimation ou un bloc opératoire ne sera pas entretenu comme un service, par exemple l'administration, où le risque est très faible. Donc tout cela va permettre de mieux organiser l'hôpital par rapport à l'entretien. Alors ici, je vous ai mis des photos, c'est le service de réanimation de notre hôpital, et donc vous voyez que un service, ça doit être absolument propre, parce qu'en assurant cette propreté, on va diminuer le risque d'inoculation de bactéries à notre patient qui est venu se soigner, ne l'oublions pas. Une autre classification qui est importante, c'est ce qu'on appelle la classification de Spalding. Spalding, en 1972, a eu cette observation et il a dit que les dispositifs médicaux étaient différents en fonction du risque de contamination pendant l'utilisation. Alors, en fonction de ce risque, donc, il a classé les dispositifs médicaux en critiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les dispositifs médicaux critiques? Ce sont tout matériel invasif. Ça veut dire ce sont les instruments chirurgicaux. Et ces instruments chirurgicaux, eh bien, on doit les nettoyer d'une certaine façon. Ça veut dire qu'on doit faire un nettoyage, une désinfection et stérilisation. Pourquoi? Parce qu'ils pénètrent des tissus stériles. On n'a absolument pas le droit d'inoculer par le biais des dispositifs médicaux cet organe qui est sain. Le matériel semi-invasif ou semi-critique, eh bien, c'est tout ce qui est matériel, par exemple d'anesthésie. Et cette classification va nous permettre de bien distinguer et de rédiger des protocoles de nettoyage, d'entretien de notre matériel, médical ou dispositifs médicaux. Alors, par exemple, ici, vous avez les dispositifs médicaux, ils sont classés en thermosensibles. Thermosensibles, ça veut dire qu'ils ne supportent pas une température élevée. Et thermorésistants, ce sont des dispositifs médicaux que l'on peut soumettre à une température très élevée, 120 degrés, etc. Donc, les thermorésistants, généralement, on les traite à l'autoclavage, c'est-à-dire la stérilisation à la vapeur. Donc la vapeur, la stérilisation à la vapeur est considérée comme le gold standard des stérilisations. Parce que, comme vous le savez, les stérilisations, il y a différents modes de stérilisation. La stérilisation de vapeur, stérilisation à l'oxyde d'éthylène, etc. Donc, dans les hôpitaux, généralement, ce que nous avons, ce sont les autoclaves, la stérilisation à la vapeur. Vous avez quelques hôpitaux, je ne sais pas, peut-être 2-3 en Algérie, qui ont en plus des autoclaves à l'oxyde d'éthylène. Et enfin, vous avez les thermosensibles, tels que tout ce qui est fibroscope, qui ne supporte pas, la fibre optique ne supporte pas une chaleur élevée.
Alors, le contrôle microbiologique de l'air est important et ça c'est négligé chez nous et il faut absolument assurer un air pur, un air non contaminé à nos patients. Donc il y a différents systèmes et ces systèmes, bien sûr, il faut qu'ils soient contrôlés et là c'est généralement les ingénieurs de l'hôpital qui interviennent à ce niveau-là. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous ai mis cette photo, c'est juste pour dire que quand il y a des travaux, là aussi il y a de la poussière qui est remuée et il y a tous ces spores qui se trouvent dans la poussière qui risquent de contaminer le patient. L'eau à l'hôpital, alors il faut savoir qu'il existe différentes qualités d'eau, différentes, il y a des eaux techniques, il y a des eaux de boisson, etc. Donc ces eaux-là aussi, elles doivent être contrôlées et on ne doit assurer aux patients que de l'eau de bonne qualité. Les aliments, là aussi, il y a un respect et dans les cuisines, ça n'est pas encore le cas chez nous, mais dans la cuisine, normalement, il y a un circuit à respecter, c'est ce qu'on appelle la marche en avant. On ne doit absolument pas aller et revenir d'une zone à une autre. Alors ici, je vous ai mis par exemple cet exemple de circuit. Vous avez la livraison, les aliments qui sont réceptionnés. Alors, les aliments, donc il y a une partie des aliments qui va dans le magasin épicerie et il y a les aliments qui doivent être conservés au frais à plus 4 degrés. Alors ces aliments, ce sont par exemple les fruits, les viandes, etc. Ensuite, vous avez toujours marche en avant, vous avez les postes de préparation de l'alimentation, ensuite vous avez la cuisson, après la cuisson, la distribution, le restaurant, c'est-à-dire la cantine, ou bien les patients, et enfin la dessert. Et là, sur le côté, vous avez les déchets qui sont ramassés, mais qui ne touchent à aucun moment, qui ne croisent la zone de préparation et de cuisson. Donc la qualité des aliments est sous la responsabilité également de l'établissement qui doit fournir aux patients une alimentation de bonne qualité. Le linge aussi, le linge, il y a une grande variété de linge. Vous avez le linge du bloc opératoire, vous avez des blouses, vous avez les draps, etc. Et là aussi, il faut absolument que le linge soit bien entretenu, qu'il soit, bien que maintenant on passe de plus en plus, on préconise de plus en plus le non tissé. Le non tissé, c'est très intéressant parce que dans le long terme, on se rend compte qu'on gagne. Le non tissé permet de, une fois le patient sorti, de jeter. Une blouse utilisée, elle est jetée. Une camisole utilisée, elle est jetée. Et à partir du moment où elle est jetée, il n'y a aucun risque de contamination et de transmission des bactéries. Bien entendu, le tri des déchets, et ça c'est un gros souci chez nous en Algérie, parce que ça n'est pas encore bien maîtrisé, le tri des déchets. Là, normalement, il y a eu des textes de loi, je vous en parlerai tout à l'heure, qui obligent les hôpitaux maintenant à avoir les différents conteneurs de tri des déchets, les conteneurs pour objets piquants et tranchants, les conteneurs pour ce qu'on appelle les tasseries, etc. Alors, si l'objectif de la lutte contre les infections nosocomiales, c'est quoi? C'est justement d'assurer un environnement propre, de qualité et sûr pour ce patient. Et ça n'est que comme ça qu'on va garantir la guérison de ce patient. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? Seule la connaissance des bases microbiologiques de l'infection. Parce qu'il faut connaître son ennemi. Quand vous connaissez votre ennemi, vous savez quels sont les moyens de défense à utiliser. La connaissance des principes appliqués dans son contrôle. Il faut connaître aussi quels sont les moyens de surveillance, comment prévenir, etc. La formation du personnel, qu'il soit médical ou paramédical, elle est fondamentale. On ne peut rien demander à un médecin, à un paramédical, à un soignant, de faire selon les normes, si on ne lui a pas appris qu'est-ce que c'était que les normes. Donc on ne peut pas demander des comptes à quelqu'un qui ne sait pas. Donc la formation est fondamentale. Enfin, les informations comme aujourd'hui, ça c'est une très très bonne initiative et il faut les multiplier, ces initiatives. Les journées, les séminaires, les ateliers, tout cela c'est fait pour que les gens apprennent
ce que c'est que l'infection nosocomiale et comment il faut la combattre. Donc, tous ces points-là vont permettre de mettre en place, au niveau d'un établissement de soins, une stratégie de lutte rationnelle et réfléchie. Parce qu'on ne décide pas de faire de la lutte comme ça, en allant dans tous les sens. On doit avoir une ligne de conduite en traçant les priorités de chaque établissement. Et les priorités d'un établissement à un autre sont différentes, bien entendu. Enfin, la lutte contre les infections associées aux soins concerne tous les acteurs de l'hôpital. Ça n'est pas uniquement l'affaire des soignants, c'est tout le monde, du directeur jusqu'à la femme de ménage. Et enfin, la prise de conscience du personnel, soignant, administratif, ainsi que des patients et des visiteurs, permettra de réduire de façon notable ces infections. Et je vous remercie. Merci, professeur Ampis, pour votre excellente communication. Vous avez mis le doigt sur ce qu'on rencontre tous les jours. Avec un simple lavage correct des mains, c'est moins de 80% des infections. Il faut qu'on arrive à la fausse sécurité de l'antibioprophylaxie dans notre attitude. Je ne sais pas s'il y a des questions, on passe à la communication. Est-ce qu'il y a des questions à la salle, professeur?